Enchanté, je m'appelle David Joubert, je suis, comme l'a dit, appelle-moi ton prénom, Joris. Joris, je suis le créateur de Escape Adventure, faut juste, attendez, je zappe, ok, c'est bon, ça marche. Je suis le créateur donc de Escape Adventure, c'est l'un des 3 établissements de Live Escape Game à Angers. J'en suis le cofondateur avec Michael, mon associé, donc ce soir, comme l'a dit Joris, je vais parler donc de Live Escape Game version 2. Alors, donc il disait, on parlait donc de la digitalisation, comment c'était une révolution pour les Live Escape Games. Bon, je vais avoir un discours un peu plus simple, je vais simplement vous expliquer comment la numérisation, l'informatisation, c'est peut-être un terme un peu barbare, améliore la qualité d'un Live Escape Game et donc forcément développe, on va dire, l'activité business d'un Live Escape Game. Alors cette présentation, je l'ai simplement partagée en 3 parties. Je vais vous faire très court pour résumer mon parcours. C'est quand même, on va dire, un aspect essentiel justement de ma vie professionnelle qui m'a amené donc à créer des Live Escape Games. On fera donc un état des lieux alors du Live Escape Game V1, ce que j'appelle le Live Escape Game classique que l'on voit actuellement, et le Live Escape Game version 2, ce qu'on a la prétention, nous, de faire à Escape Adventures. Alors mon parcours, il est très simple, vous voyez, il est double. Je suis doté, ou j'ai fait un DUT génie électrique informatique industriel, donc j'ai un bac+2 électronique. Ensuite, j'ai à l'IUT à Angers, juste à côté. Ensuite, je ne vais pas faire de pub, mais je vous résume simplement mon parcours. J'ai fait ensuite un bac+4 informatique industrielle à l'ISEP, donc à Saint-Barthélemy, et j'ai eu la chance, parce qu'à l'époque, ce n'était pas quelque chose de banal, c'était quelque chose d'assez inhabituel. J'ai terminé par une dernière étude aux Pays-Bas, à Breda. Et donc, pourquoi je vous parle simplement de mon parcours? Tout simplement parce que j'aurais pas un bagage d'électronicien et j'aurais pas un bagage d'informaticien, je n'aurais pas informatisé mes Live Escape Games. Comme vous le savez, j'imagine que pas mal de monde ici est dans le business, enfin dans le métier de l'informatique. Vous savez que les projets informatiques, ça coûte une blinde, passez-moi l'expression, mais c'est la réalité. Et on va dire, je n'avais absolument pas le budget pour faire appel à un prestataire de service afin d'informatiser mes Live Escape Games. Donc c'est pour ça peut-être que l'informatisation d'une salle Live Escape Game est plutôt rare, on va dire, dans le paysage actuel. Donc j'arrive donc au Live Escape Game. Alors je n'ai pas la prétention de vous expliquer ce que c'est qu'un Live Escape Game. Peut-être tout le monde est au courant. Je vais quand même vous dire ce que c'est très rapidement. C'est un commerce de divertissement dans lequel nous accueillons donc les clients, les joueurs, je préfère les appeler ainsi. Nous les enfermons dans une pièce. Ils doivent s'échapper de cette pièce en moins d'1 heure. C'est le but du jeu. Et pour cela, ils doivent résoudre toute une série d'énigmes. Alors, ce n'est pas du tout un jeu cérébral comme on pourrait le croire ou comme on pourrait le deviner par ce que je viens de vous dire. C'est en fait un jeu qui comporte 3 activités essentielles. La première activité est la fouille. Oui, parce que quand on rentre dans la salle, il faut l'explorer, il faut la découvrir, il faut observer ce qui s'y passe, il faut fouiller, car on va dire des objets, des indices, des accessoires de jeu sont dissimulés dans la pièce. Donc pour commencer, il faut les trouver. Ensuite, une fois qu'on a trouvé ces fameux objets, il faut les manipuler. À la star d'un Rubik's Cube qu'on trouverait dans la pièce, il faut le manipuler, il faut les assembler, les désassembler, etc. Ça fait partie de la deuxième activité d'un Live Escape Game. Et enfin, oui, à un moment donné, il faut faire un peu marcher le cerveau, parce qu'on parle bien d'énigmes, et donc il faut faire preuve d'une certaine logique, justement, pour manipuler, mettre ensemble les accessoires de jeu, afin de résoudre les différentes énigmes. J'en viens donc à l'état des lieux des salles de Live Escape Game actuelles. Il y a effectivement des objets sans vie, oui, parce que comme je vous l'ai dit, le cœur quand même de jeu, des mécanismes de jeu inhérents à un Live Escape Game, ce sont les objets.
Et actuellement, on observe souvent des objets sans vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des objets sans vie? À l'instar du Rubik's Cube, c'est un objet qui pourrait être dissimulé dans la pièce, donc il faut le manipuler, l'assembler, et puis finalement, quand on le pose sur la table, ou un joueur le pose sur la table, finalement, le meneur de jeu, je vais y venir, ne sait pas réellement quel est l'état de cet objet, c'est-à-dire est-ce qu'il a été fini, est-ce qu'il y a une ou deux, trois phases qui sont complètes, etc. Donc, et pourtant, c'est une information essentielle, je dirais, au bon déroulement du jeu, surtout pour le meneur de jeu qui doit savoir effectivement dans quel état se trouve le Rubik's Cube pour savoir s'il doit intervenir ou pas auprès des joueurs. Alors, il y a de temps en temps quelques objets électroniques, mais c'est souvent effectivement, on va dire, des objets autonomes, genre il y a un digicode sur le mur, on tape un code et ça ouvre une trappe, ça ouvre un tiroir, etc. Et ce ne sont absolument pas des objets connectés. J'anticipe un peu sur ce qui va venir. Ensuite, dans les live escape games, généralement, ce sont des salles qui ne sont pas multimédia, c'est-à-dire qu'on ne joue pas avec le son, on ne joue pas avec la lumière, il n'y a pas de projection d'image, ni même de vidéo, et on ne joue pas sur d'autres sens, comme le toucher, l'odorat, etc., etc. Donc voilà ce que je pouvais dire sur l'état actuel côté escape. Alors, côté régie, c'est-à-dire côté meneur de jeu, parce qu'en fait, il y a deux lieux dans un live escape game. Il y a la salle, effectivement, mais il y a aussi ce que j'appelle le quartier général, là où se trouve le meneur de jeu, qui a tout simplement comme rôle essentiel de faire en sorte que le jeu se déroule dans de bonnes conditions et de débloquer les joueurs quand cela est nécessaire. Alors, généralement, donc quand le meneur de jeu intervient, il intervient par une interaction que j'appelle type SMS, c'est-à-dire qu'il y a un écran qui est accroché à un mur et il envoie des textos, on va dire, accompagnés d'un jiggle pour avertir justement la présence d'un indice à regarder sur l'écran. Et c'est la seule interaction qu'il y a entre le meneur de jeu et les joueurs. Alors c'est très limitatif, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi justement, parce que nous on a opté pour une autre solution. Et le pilotage est manuel. Quand il y a pilotage, comme je vous ai dit, la plupart du temps il n'y a pas d'objets connectés, il y a des objets assez inertes, il y a très peu d'électronique. De temps en temps, on peut s'apercevoir que le meneur de jeu a à disposition un petit pupitre avec quelques boutons où il va ouvrir un tiroir, déclencher un événement, il va plonger la salle dans l'obscurité, etc., etc. Et c'est ce que j'appelle un pilotage manuel qui est, on va dire, très, très, très basique. Alors, on arrive à ce que nous faisons donc à Escape Adventures. D'abord, on fait des objets connectés. Comme je vous l'ai dit, le but du jeu de ces objets connectés, c'est que lorsque le Rubik's Cube est sur la table, eh ben, c'est qu'un exemple, hein, on n'a pas de Rubik's Cube dans une de nos salles. Mais ça me semble un exemple assez parlant parce on peut deviner que le Rubik's Cube posé sur une table du live escape game, malgré les écrans, malgré les caméras, eh ben, il reste très lointain par rapport au MJ et le MJ doit se poser la question à un moment donné, est-ce que le Rubik's Cube il est fini, il est moitié fini, etc. D'où l'intérêt d'avoir des objets qui comportent une intelligence, certes, mais qui en plus effectivement sont capables de diffuser leur état donc aux meneurs de jeu. Alors sans rentrer dans des considérations techniques, mais s'il y a quelques développeurs électroniciens dans cette salle, je parlerai tout à l'heure donc d'Arduino, Raspberry, etc. Alors ensuite, on arrive effectivement à quelque chose d'essentiel dans les live escape games, à Escape Adventures, il n'y a pas d'écran. Pourquoi? Parce que d'abord, ça peut poser des problèmes tout simplement d'immersivité. Imaginez ma première salle que j'ai faite est sur l'univers de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas d'écran en plasma en 1944. Donc il fallait déjà virer cet écran. Et puis très rapidement, moi qui suis rôliste depuis mes 18 ans, je sais très bien que mener une salle de jeu, sous-entendu manager des joueurs, on en est là, et ben, ça doit passer par la voix, ça doit passer par la communication directe. Il y a donc un téléphone. Et je reviendrai tout à l'heure, ce téléphone n'est pas analogique, il est numérique, je vous en donnerai les intérêts tout à l'heure.
Et puis, naturellement, comme je le disais, on fait en sorte dans nos salles de jouer sur le son, de jouer sur la lumière et de jouer sur d'autres sens. Par exemple, de projeter de la fumée, de projeter des flagrances odorantes, etc., etc. Donc, d'agrémenter en fait la salle et de les faire vraiment immersives. Et ça va bien au-delà de l'ouïe et de la vue. Côté régie. Donc on fait de la voix sur IP. Comme je le disais tout à l'heure, on communique avec les joueurs par un téléphone et la voix est numérisée. Ça présente, on va dire, des intérêts que je m'en vais vous expliquer. La première chose est la reconnaissance vocale. Alors, je ne vais pas vous spoiler, je vais vous simplement raconter un exemple que nous sommes en train de développer actuellement. Nous sommes en train de préparer une salle librement inspirée de l'univers d'Harry Potter. Il y aura donc une baguette magique et à un moment donné, les joueurs vont devoir lancer avec leur baguette magique donc des sorts. Et qui dit sort dit effectivement capter la gestuelle qui est réalisée par la main du magicien, du joueur, et aussi écouter et déclencher le sort par la vocalisation ou l'expression d'un mot de pouvoir. C'est là qu'intervient, on va dire, l'intérêt d'être sur une voix sur IP. Le téléphone ou des micros d'ambiance sont disséminés dans la pièce. Et donc, grâce à la numérisation de la voix des joueurs, on est capable de faire de la reconnaissance vocale, de reconnaître des mots de pouvoir et ainsi, derrière, de déclencher les événements qui sont associés. Ça a aussi un autre intérêt. Autre exemple, dans le cadre toujours de cette même salle, lorsque le joueur va s'adresser donc par téléphone ou autrement donc au joueur, dans l'optique de cette salle librement inspirée d'Harry Potter, c'est le meneur de jeu pourrait incarner un fantôme qui, on va dire, rôde dans cette salle. Et donc l'intérêt d'avoir une voix numérisée, c'est qu'on peut ajouter des effets à la voix du meneur de jeu. Typiquement, on peut ajouter un effet chorus, un effet écho, etc., qui, là encore, va agrémenter, améliorer l'immersivité de la salle. Donc voilà l'intérêt de faire de la voix sur IP, on va dire, dans des live escape games. Ensuite, j'arrive peut-être à l'élément central, on va dire, un logiciel de pilotage. Ben oui, puisque c'est bien beau d'avoir fait des objets connectés, encore faut-il créer donc un logiciel qui va donc capturer les informations de ces objets connectés et adapter le jeu en conséquence. Ce que j'appelle adapter le jeu en conséquence, c'est d'abord de déclencher les différents événements qui vont ponctuer la timeline, le déroulement du jeu. Et aussi, l'intérêt d'avoir un logiciel de pilotage, c'est qu'on peut à ce moment-là être en mesure de proposer plusieurs niveaux de difficulté, on va dire, à une salle de live escape game. Parce que qui dit plusieurs niveaux de difficulté dit des objets différents, dit des indices différents, dit des puzzles, des énigmes différentes. Imaginez effectivement le meneur de jeu débutant qu'on vient de parachuter à la gestion de cette salle. Il doit mémoriser. Déjà, c'est pas simple de mémoriser, de connaître par cœur un niveau de difficulté. Imaginez quand on fait 2 à 3 niveaux de difficulté, se mélanger les pinceaux, c'est très facile. Pas de souci, le logiciel est là, il connaît par cœur le déroulement du niveau de difficulté qui a été choisi par les joueurs et il présente donc sur son écran en fait, les puzzles en cours. Ça a aussi un intérêt, c'est que ce logiciel est capable d'aider à la décision. C'est un point important, puisque, on va dire, on ne s'improvise pas meneur de jeu. Moi qui suis rôliste, qui mène des tables de jeux de rôle depuis mon enfance, presque quasiment, ça me semble plus ou moins évident, mais imaginez quelqu'un, effectivement, que je forme, qui doit, je dis presque manager, c'est presque ça, une équipe de joueurs. Il connaît pas les puzzles, il ne sait pas quand est-ce qu'il doit intervenir, est-ce qu'il doit, à un moment donné, laisser les joueurs se débrouiller par eux-mêmes, ou est-ce qu'à un moment donné, il considère que les joueurs seront débloqués, ils sont blasés, il faut alors les débloquer. Ce logiciel est là, justement, il y a une petite intelligence artificielle, on va dire simplement un algorithme, qui aide à la décision, c'est-à-dire qu'il prévient, à un moment donné, selon lui, selon la programmation qu'il a eue, il dit au meneur de jeu, là, c'est peut-être le moment d'intervenir, et puis en plus, on propose des indices, on propose effectivement des phrases qu'il peut communiquer directement au meneur de jeu. Voilà ce que je pouvais vous dire en l'espace de 10 minutes concernant
15, voilà, je l'avais dit tout à l'heure. Ce que je pouvais vous dire, pardonnez-moi, j'ai fait 5 minutes de rap. Ce que je peux vous dire sur les live escape games. Merci à vous.